Quoi qu'il en coûte, François Langlais. François Langlais publie des billets euh, sur différents médias français qui traitent de l'économie. Et ce livre, en quelque sorte, reprend un certain nombre de ses articles ou de ses commentaires d'effets politiques inhérents à la France et au monde. Il commence par la crise causée par le coronavirus et ses implications dans le domaine économique, politique et social. Le livre se termine avec la fin du premier mandat d'Emmanuel Macron, donc en 2022. François Langlais a quelques certitudes dans la vie et quelques marottes dans la vie concernant l'économie. Et l'une d'entre elles sont les cycles économiques. À le lire, on croit comprendre qu'il considère que l'économie est fluctue et connaît une progression, puis un déclin, puis une renaissance, et ainsi de suite, et d'une façon éternelle. On connaît le fameux cycle économique de Schumpeter, mais il y en a d'autres qui ont trait à la production, au stock des entreprises. Et on peut y adjoindre aussi le concept philosophique. Tout cela peut reposer aussi sur le concept philosophique nietzschéen de l'éternel retour, à savoir que les choses reviennent peu ou prou à l'identique après un certain temps ou une période donnée. Et donc il y a une certitude dans son esprit que si les choses vont de mal en pis, un jour elles se rétabliront et la croissance renaîtra, tel un phénix. Une autre fixation dans son esprit et qui est très prenant dans le livre, c'est le rôle de la Chine et de son implication toujours plus croissante et voire menaçante dans l'économie mondiale, dans le rôle qu'elle cherche à s'attribuer, à savoir d'être la première puissance économique, mais qui dit économique dit forcément militaire et politique, ou politico-militaire, qui ferait de cet État communiste le parangon des vertus du capitalisme défouraillé et reposant sur un socle politique du contrôle total des citoyens ou des habitants de son pays, ou si on considère la Chine comme un empire, de son empire, un empire toujours plus vaste. Se vivant ainsi tel que de nouveau, si on reprend le concept du cycle, tel que renaissant de son passé illustre, après avoir vécu dans l'infamie de l'occupation et du colonialisme européen, franco-britannique pour l'essentiel. Et donc on est toujours dans cette idée-là où les choses se passent, parce qu'elles doivent se dérouler ainsi, et qu'il y a une forme de déterminisme qui pointe au fil de la lecture de ce livre,
qui peut ne pas convaincre. Il parle de la question fondamentale et essentielle de la dette et nous alerte quant à son expansion et aux implications toujours plus profondes de celle-ci dans les politiques économiques jusqu'au sein même de l'Europe, voyant par là l'inclinaison de l'Allemagne à s'endetter et à participer à des tirages de dettes via la Banque Centrale Européenne, voyant cela d'un mauvais œil ou d'un œil craintif, car et il le dit bien dans le livre, une dette doit être, quoi qu'il en soit, payée ou couverte. Ici, cela n'est pas le cas. Et si l'on érase ou si l'on efface toute ou partie d'une dette, certes, il y a un gagnant, c'est celui qui était astreint à payer l'emprunt et les intérêts, mais le perdant est l'autre face de cette monnaie. Le perdant est le détenteur de capitaux ou le pensionné qui détenait une partie de ses avoirs en bons d'État, en bons du trésor. Et il verra ainsi l'effondrement de son capital et son appauvrissement irrémédiable, n'y pouvant rien, ne pouvant rien changer à cette déconvenue. Et donc la dette qui enfle, la dette qui ne cesse de croître, si elle n'est pas résorbée ou si elle n'est pas contenue, elle finira par nous exploser au visage. Et cela, il l'écrit au cours du premier mandat d'Emmanuel Macron, au temps du quoi qu'il en coûte. Le quoi qu'il en coûte qui vient d'une expression entendue de la bouche de Mario Draghi, à l'époque président de la BCE, qui l'avait dit en anglais, et ça revenait à dire whatever it cost. Donc, et sans doute qu'Emmanuel Macron a repris cette expression en la traduisant en français par le quoi qu'il en coûte. Certes, le quoi qu'il en coûte, mais le quoi qu'il en coûte pour la crise du Covid a coûté plus de 400 milliards d'euros à la France. 400 milliards déboursés en quelques mois. Comme si cet argent ruisselait ou coulait de source. Il faudra bien... Cet argent a bien été emprunté quelque part. Quelqu'un l'a bien... a accepté de le prêter. Et ce quelqu'un réclamera un jour ou l'autre son dû. Et nous sommes là, à la fin du premier mandat d'Emmanuel Macron, avec un accroissement de l'endettement de la France, avec un accroissement de l'endettement de l'Allemagne, un accroissement de l'endettement de l'Union européenne, un engagement pris par les grandes puissances, celles du Nord, les frugaux, par nécessité ou par contrainte. Et quand l'on sait ce qu'il adviendra du deuxième mandat de ce même président, on peut se remettre en question et s'interroger sur la nécessité ou s'il lui fallut ne pas s'opposer à cette politique du déversement du robinet ouvert à l'argent facile et à l'argent
cette monnaie de singe en quelque sorte, qui la rendait in fine sans valeur. Peut-être sommes-nous maintenant à l'aune d'un grand règlement, si pas de compte, un grand règlement euh, des livres comptables et que faire de cet amoncellement de dettes qui n'en finit pas de croître malgré tout. L'issue la plus prometteuse, c'est un bouleversement économique ou technologique qui ferait que l'économie reprendrait de sa vivacité, et de son engouement, et que les gens se remettraient à croître et à investir. Mais la quadrature du cercle pour l'Europe, c'est que l'essentiel de leurs investissements consiste à préserver leur modèle social, toujours plus pesant, toujours plus lourd, toujours plus coûteux, toujours plus onéreux, au lieu d'investir cet argent, ou le peu qu'il leur reste, dans l'investissement technologique, comme le font les États-Unis, ou comme le fait la Chine. Et voilà l'Europe prise au piège. Une espèce d'engoncement, d'une autosatisfaction. Prétendant être un modèle pour le monde, alors qu'il finit par être un contre-modèle. Quoi qu'il en coûte, François Langlais.